Donc, aujourd'hui, en calcul différentiel, on va voir les problèmes d'optimisation. Et dans le fond, dans la capsule d'aujourd'hui, on va faire deux problèmes en exemple. Mais juste avant, j'aimerais ça faire quelques petits rappels parce que je trouve que c'est quand même assez important, ces notions-là. Donc, en premier, vous voyez, on a notre fonction, en rose qui fait une parabole. On a la première notion de croissance d'une fonction. Cette notion-là, elle s'applique à la partie gauche de notre fonction où que nos pentes sont bleues. Donc, comme on peut voir, lorsque notre fonction, qui est en rose, on s'en rappelle, est en train de croître, donc de grossir, si on peut dire ça, c'est d'augmenter, nos pentes bleues sont positives. Ce qui veut dire que notre fonction, dans le fond, notre dérivée, va être positive, plus grande que 0. Ensuite, on a la notion de décroissance d'une fonction. Celle-là, on peut l'avoir dans la partie droite de notre parabole. Dans le fond, lorsque notre fonction est en train de décroître, nos pentes vertes sont négatives. Donc, la pente de la dérivée est négative, ce qui veut dire que notre dérivée en tant que telle va être négative et plus petite égale à 0. Ensuite, on a la notion d'un maximum absolu. Ici, si on prend que notre fonction ne va pas plus loin que nos deux points, ici, on peut dire que notre maximum qu'on voit sur le graphique est le maximum absolu. Tandis que le minimum absolu, il serait l'autre d'après si on tient encore compte que notre fonction ne va pas plus loin que ce qu'elle est maintenant. Dans le fond, la notion de maximum absolu ou de minimum absolu, c'est qu'il n'y a pas de valeur plus grande ou inférieure à celle de ces pics-là, dans le fond. Contrairement à un maximum relatif ou à un minimum relatif, il va avoir une autre valeur. Par exemple, pour le maximum relatif, on peut voir que c'est lui qui est écrit ici en haut. On sait qu'il y a une autre valeur qui est plus élevée que celle-là, donc celle-là va être le maximum absolu, tandis que nous, celle qu'on a, c'est le maximum relatif parce que c'est la valeur juste en dessous. Donc, dans une fonction, comme vous l'aurez peut-être deviné, il peut y avoir plusieurs maximums relatifs ou minimum relatifs. Tandis que le minimum relatif, dans celle-là, si on tient compte que notre fonction continue à décroître parce qu'on voit les petites flèches à chaque bout de la fonction, on ne peut pas tenir compte que c'est le minimum absolu, car c'est sûr qu'il va y avoir d'autres valeurs inférieures à celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on le dénomme le minimum relatif. Si jamais tout ce que je vous dis, ça vous mélange un peu, vous n'êtes pas trop sûr de comprendre, vous pouvez toujours aller revoir votre théorie dans les pages 258 à 305 ou même le résumé des concepts à la page 307. Donc, maintenant, on va commencer avec le problème numéro 1. Ici, ça dit, un éleveur de chevaux veut construire un enclos devant une étable de 20 mètres de façade. L'éleveur dispose de 600 mètres de clôture pour délimiter l'enclos. Quelles sont les dimensions de l'enclos qui en maximiseront l'air? Ici, un des mots-clés, ça serait maximiseront l'air. Ensuite, à l'étape 1, pour commencer, il faut clairement définir nos variables. Donc, ici, vous voyez, on a mis un petit schéma. Le schéma, moi, je trouve que ça aide beaucoup à visualiser notre problème, puis ça nous aide à comprendre ce qu'on fait. Donc, je vous conseille toujours de le faire. S'il n'est pas donné, je vous conseille de vous en dessiner un. Donc, le A, comme on veut maximiser l'air, on va mettre A est égal à l'air de l'enclos, en mètres carrés, évidemment. Ensuite, le X, qu'on voit ici à droite, ça serait la largeur de l'enclos. Puis, le Y, en bas, ça va être la longueur de l'enclos, ou comme vous voulez le voir. Dans le fond, là, vous avez pu switcher X et Y, là, c'est vraiment comme votre choix. Mais moi, ici, j'ai décidé de faire ça. Donc, ensuite, étape 2, il faut écrire le but. Il faut écrire ce que l'on désire faire à la fin de ce problème. Dans l'énoncé, on désirait maximiser l'air de notre enclos. Donc, on s'est l'écrit. Puis, on s'est dit l'air, c'est quoi quelle formule on va prendre? Juste pour être sûr. Puis, juste ici, dans le fond, là, notre enclos, comme elle est en rectangle,
c'est sûr que notre R va être égal à X fois Y. Ensuite, étape 3. Il faut clairement exprimer notre fonction à optimiser en une seule variable, parce que si on a plusieurs inconnus, on ne sera pas capable de résoudre. Donc, on commence. Point numéro 1. On dispose de 600 mètres de clôture. Donc, on a ici notre 2x plus y plus y moins 20 qui est égal à 600. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, notre 2x, il vient d'ici qu'on a justement 2x à notre enclos. On a 2 fois sa largeur ou sa hauteur, comme vous voulez le voir. Ensuite, pour notre y, on peut bien voir qu'on a un y ici en bas, dans notre schéma, je parle. Puis, ensuite de ça, on aurait un autre y, sauf qu'on doit enlever 20 parce qu'on ne veut pas clôturer devant les tables. Ça dit bien de délimiter l'enclos. Donc, on ne veut pas clôturer devant les tables. C'est pour ça qu'on enlève le 20. Puis, tout ça est égal à 600, évidemment, parce qu'on a 600 mètres de clôture. Donc, tout ceci implique qu'il faut isoler notre y pour trouver c'est quoi. Donc, ici, on a notre réponse. C'est égal à 310 moins x. Donc, A est égal à x fois y. Si et seulement si, on remplace la valeur de y qu'on a trouvée dans notre fonction. Comme ça, on va avoir juste des x. C'est ce qu'on voulait au début. Donc, notre fonction optimisée serait celle-ci à la fin. Notre AX est égal à 310x moins x carré. Ensuite, à l'étape 4, on va trouver notre domaine de la fonction qu'on veut optimiser. Ici, point 1, x et y ne peuvent pas être négatifs. Si jamais vous ne saviez pas trop pourquoi ou que vous ne comprenez pas trop pourquoi, dans le fond, c'est que x et y, évidemment, ne peuvent pas être négatifs parce que c'est des mesures de longueur ou de largeur. On ne peut pas avoir quelque chose qui mesure moins 4 mètres, par exemple. C'est obligé d'être positif. Donc, on sait que notre y va être plus grand ou égal à 0 et que notre x aussi doit être plus grand ou égal à 0. Aussi, notre y au point numéro 2, qui est égal à 310 moins x, doit être plus grand ou égal à 20, puisque notre étable est de 20 mètres de longueur. Donc, il faut que notre y soit plus grand, sinon on n'aura rien à préciser. Alors, ça implique tout que 310 moins x doit être plus grand ou égal à 20, comme on vient de le dire, ce qui fait que x est plus petit ou égal à 290, mais aussi notre x va être plus grand ou égal à 0, parce qu'on l'a dit juste avant, ils ne peuvent pas être négatifs. En conclusion, on veut maximiser notre R, qui est égal à 310x moins x au carré, quand x est élément de 0 à 290. Ici, nos intervalles sont fermés, évidemment, parce que ça peut prendre ces valeurs-là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, étape numéro 5, ça va être de dériver notre fonction. Ici, je vous ai mis directement la réponse, mais si vous ne vous rappelez pas de vos formules de dérivation, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez aller voir dans votre aide-mémoire, ils vont tout être écrits, puis ça va être assez facile à suivre. Donc, ici, on veut dériver 310x moins x au carré, ce qui nous donne 310 moins 2x. Ça, c'est notre A' dans le fond. Donc, c'est notre dérivée. À la suite de ça, on va pouvoir trouver nos valeurs critiques sur notre intervalle ouvert. Ça, c'est très, très important. Il faut que notre intervalle soit ouvert pour qu'on puisse trouver nos valeurs critiques. Donc, A' de x est égal à 310 moins 2x va toujours exister parce que c'est un polynôme. Il n'y aura aucun moment où, dans le fond, votre fonction ne va pas exister, ça va être une division par 0 ou quelque chose comme ça. Non, parce que c'est un polynôme. Donc, on veut savoir quand est-ce que c'est égal à 0, parce que c'est ça des valeurs critiques. On met notre 310 moins 2x va être égal à 0. Donc, on isole notre x, puis on trouve que 150 va être égal, dans le fond, que la valeur 150 que x peut prendre, ça va nous donner 0.
Pardon. Ça, dans le fond, ça va être notre valeur critique. On n'en a pas plus. On en a juste une. OK. Ici, maintenant, ça se complique un petit peu. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas quelque chose de bien difficile. C'est sûr que là, ça a l'air gros, mais vous êtes tous capables de le faire. Pour ce problème-là, c'est pas nécessaire obligatoirement de construire un tableau de signes pour résoudre. Vous auriez pu faire l'autre méthode qu'on va faire dans le prochain problème. Mais je trouvais ça important de vous montrer parce que, dans le fond, c'est sûr que vous allez devoir en faire dans d'autres exercices. C'est pour ça que je trouvais ça important et pertinent de vous le montrer. Juste avant de commencer, ici en bas, on a un petit aide-mémoire, si jamais on ne se rappelle plus c'est quoi qu'on a, mais ici en bas, on l'a. Parfait. Donc, on commence. On construit un tableau, comme on peut le voir ici. Dans notre première rangée, ça va être nos valeurs de x. Dans la deuxième, ça va être notre dérivée. Puis, dans la troisième, ça va être notre fonction normale. Parfait. Donc, on commence par remplir notre première colonne. On met tout le temps, vu que notre intervalle, notre domaine, dans le fond, c'est un domaine fermé, comme on peut le voir en bas dans le petit mémoire. On prend notre 0, il ne peut pas avoir d'autres valeurs plus petites que 0. Donc, on met 0 en premier. Puis, au bout, il ne peut pas avoir d'autres valeurs plus grandes que 290. Donc, on le met en dernier. Ensuite de ça, on met évidemment notre 155, qui est notre valeur critique qu'on a trouvée à l'étape précédente. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par remplir la première colonne. Okay? Dans notre deuxième rangée, quand on a écrit notre 0 en valeur, dans notre deuxième rangée pour la dérivée, on n'est pas obligé d'écrire quelque chose pour celle-là parce que ça ne va pas vraiment nous servir à quelque chose. Donc, on passe tout de suite à la fonction de AX normale. Quand notre x vaut 0, notre AX aussi va valoir 0. Ça, vous pouvez le rentrer dans votre formule, puis vous allez voir, ça va vous donner 0. Ensuite, pour la deuxième colonne, évidemment, on a un intervalle qui est entre 0 et 155. On peut prendre n'importe quel chiffre ou valeur entre ces deux chiffres-là. On le rentre en premier dans notre dérivée. Ça va nous donner une valeur positive, donc on écrit un plus. Puis, pour notre fonction normale, ça va aussi nous donner une valeur positive, donc on met une flèche pour indiquer que notre fonction va croître. Ensuite, pour notre valeur critique, dans la dérivée, on sait très bien que ça vaut 0 parce qu'on l'a calculé à l'étape précédente. Mais maintenant, on reprend le 155 et on le met dans notre fonction normale. Vous allez voir, ça va vous donner 24 025 mètres carrés. Ensuite, vous faites la même affaire pour les autres colonnes. Si vous avez une valeur négative, vous mettez négatif. Si vous avez dans le fond, pardon, là, après ça, dans votre fonction de R normale, vous allez mettre des flèches. Ensuite, pour la dernière colonne, on fait comme on a fait pour la première. On n'est pas obligé de remplir la dérivée, mais on remplit l'air. Quand vous avez fini de remplir votre tableau des signes, vous pouvez, quand vous le regardez comme ça, là, on voit bien que notre fonction arrête à 0 et à 5800 en Y, parce que dans le fond, on n'a rien d'autre. On n'a pas d'autre, vu qu'on a un intervalle fermé, c'est sûr qu'on n'a pas d'autre valeur. Donc, c'est sûr que notre 0 et notre 5800 ne seront pas nos maximums. Parce que notre maximum, évidemment, comme on le voit, nos flèches montent, on a une valeur, puis on redescend. On voit bien que celui-ci est notre maximum. Donc, on garde ça en tête qu'à 155 mètres pour notre X, on maximise notre R, on a notre maximum. Donc, à l'étape 8, il est maintenant temps à la conclusion parce qu'on vient de résoudre le problème. L'aire maximale de notre enclos, comme je vous ai dit, va être atteinte lorsque notre X va être égal à 155 mètres. Puis, pour trouver notre Y, on prend notre X, on le rentre dans notre fonction qu'on avait trouvée au début. Puis, ça nous donne 155 mètres. Ici, c'est vraiment une coïncidence, ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, quand on a nos deux variables, on sait combien elles valent pour que notre R soit maximal.
On a juste à trouver notre R, puis évidemment, on a 24 025 mètres carrés comme on avait calculé précédemment. Maintenant, on va s'attaquer au problème numéro 2. Il dit, quelles sont les longueurs des côtés de l'angle droit dont la somme est de 4 mètres d'un triangle rectangle d'aire maximal? Ici encore, notre R doit être maximal. Donc, à l'étape 1, on va définir nos variables, comme on a fait au précédent. Ici, il y a encore un schéma parce que justement, encore, je trouve que c'est plus clair. X, Y, on aurait pu les inverser, on aurait pu choisir d'autres lettres, c'est vraiment comme vous voulez, mais habituellement, ça va bien travailler avec des X et des Y. Donc, notre X, ici, ça va être la longueur d'un des côtés, puis notre Y va être la longueur d'un des autres côtés, dans le fond. À l'étape 2, on va écrire notre but, comme on a fait précédemment. Ici, on veut maximiser l'aire du triangle rectangle cette fois-ci. Donc, on va changer notre formule, évidemment, pour l'aire d'un triangle qui va être x, y divisé par 2. À l'étape 3, on va encore exprimer notre fonction en une seule variable. Donc, premier point, la somme de la longueur des côtés est de 4 mètres. Donc, x plus y est égal à 4. Si vous vous rappelez pas, mais si vous ne savez pas trop comment je sais ça, dans le fond, c'est juste qu'il est écrit dans notre énoncé. Donc, en isolant notre y, on obtient y est égal à 4 moins x. On insère donc ça dans notre formule pour qu'on ait juste une fonction en une seule variable. Finalement, on obtient ça comme ça ici. A de x est égal à 2x moins 1 demi x au carré. Maintenant, passons à l'étape 4, qui est de trouver notre domaine. Ici aussi, comme au premier problème, x et y ne peuvent pas être négatifs. Dans le fond, si vous ne comprenez pas pourquoi, dans le fond, c'est juste que x et y, c'est des mesures de longueur, donc on ne peut toujours pas avoir des mesures de longueur négatives. Donc, y est égal à 4 moins x doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'on vient de dire que y doit être plus grand ou égal à 0. Puis notre y, c'est quoi? C'est 4 moins x. Ceci implique que x doit être plus petit ou égal à 4, mais on a aussi dit, à cause du premier point, que x doit être plus grand ou égal à 0. Donc, on arrive juste ici à ce qu'on a dit. En conclusion, on veut maximiser l'aire de cette fonction-là, où x est élément de 0 à 4, puis encore ici, nos intervalles sont fermés, puisque ça peut prendre ces valeurs-là. Ensuite, étape 5, on est maintenant rendu à dériver. Encore là, si jamais vous ne comprenez pas les formules, vous pouvez aller voir dans votre aide-mémoire, ça va tout être écrit, tout bien expliqué. Donc, notre dérivée s'avère à être 2 moins x. Voilà, étape 6. Maintenant, on va trouver nos valeurs critiques sur notre intervalle ouvert. J'avais oublié que c'est ouvert. Donc, A' de x qui est égal à 2 moins x va toujours exister, encore une fois, parce que c'est un polynôme. Donc, on veut trouver notre valeur critique. Donc, ça veut dire que A' de x va être égal à 0 si et seulement si. On remplace notre A' de x. Si et seulement si x est égal à 2, comme on peut voir ici. On sait donc que 2 va être une de nos valeurs critiques. Parfait. Maintenant, ici, c'est l'étape qui est différente du premier problème. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau des signes lorsque vous pouvez faire cette manière-là. Sauf que j'ai trouvé ça intéressant de vous le montrer parce que vous allez quand même devoir les pratiquer. Pour maintenant, on va évaluer notre fonction aux bornes et à la valeur critique. Aux bornes, on se rappelle que notre domaine est de 0 à 4. Donc, nos bornes vont être 0 et 4. En premier, on rentre 0, ce qui nous donne 0 mètre carré. Là, ici, il ne faut pas se tromper, on le rentre dans la fonction normale et non dans la dérivée.
Ensuite, on rentre notre valeur critique, qui était 2, ce que l'air nous donne 2 mètres carrés. Puis, on rentre notre haute borne supérieure, qui est de 4, puis notre air va être de 0. On peut donc voir ici là, qu'on a comme... On a juste un maximum, dans le fond. T'sais, on a une valeur qui va être très grande, puis les autres, c'est 0. Donc, on est certain que notre aire va être maximisée lorsqu'elle va valoir 2 mètres carrés. Ici, donc c'est notre maximum qui est atteint lorsque x vaut 2. On est donc maintenant à l'étape de la conclusion. Comme je vous disais, l'aire maximale du triangle va être atteinte lorsque x va être égal à 2. Mais là, il ne faut pas oublier de trouver une y vaut quoi. Donc, on rentre notre x dans la formule de y qu'on avait trouvée au début. Puis, ici aussi, coïncidence, notre y vaut 2. Mais je vous le répète, ce ne sera pas comme ça dans tous les problèmes. Prenez pas ça pour acquis. Là. Mais, on va calculer une deuxième fois notre r vaut combien quand elle est maximisée. On prend notre 2 mètres, on l'insère, puis notre r vaut 2 mètres carrés. On remarque donc ici que le triangle est un rectangle isocèle, évidemment parce que ces deux côtés de l'angle droit sont pareils, x est égal à 2, puis y est égal à 2. Si jamais vous avez d'autres questions et que vous ne comprenez vraiment pas, faites soit rejouer la capsule ou encore, comme je vous ai dit, allez revoir votre théorie pour que ça soit un peu plus clair. Bonne journée!